Dans la peau d'une designer stratégique. Épisode 2. Il y avait aussi marketing de luxe, marketing événementiel, marketing digital, etc. C'était quand même assez spécifique. C'est ça, tandis qu'avant cette année de de MBA, c'était communication globale. Après cette école-là, il s'est passé quoi? Après cette école, donc, j'ai fait mon stage de design thinking chez GRT Gaz, transporteur de gaz. Oui. Donc côté DSI, c'est-à-dire côté direction du système d'information, c'est-à-dire l'informatique. Donc là, en gros, c'est ton premier travail après l'école? Premier travail en stage d'abord stage. à l'école et après ça a t'ont débouché sur un... Ils m'ont prise, ouais. Et d'abord CDD parce que je n'étais pas sûre de vouloir rester, donc j'ai proposé un CDD, ce qui a fait bugger certains, mais voilà. CDD et assez vite, il s'est passé deux choses importantes. C'est que en fait, ma tutrice, qui était donc ma nouvelle chef, est partie faire son propre projet en dehors de l'entreprise. Et c'était la seule représentante de cette entité de design thinking qui s'appelle Design Lab. Sinon, j'avais le chef au-dessus, mais qui gérait plusieurs expertises. Enfin, il ne pouvait pas me cadrer. Donc, il cherchait une remplaçante pour cette femme, enfin un remplaçant, une remplaçante. Et ils ont eu du mal à trouver. Ça a pris du temps, il y a eu un échec, voilà, ça s'est pas fait. Et au final, ils se sont dit, bah tiens, il y a Marguerite. Et donc assez vite... J'allais te dire la même chose, je dis, bah ils t'ont pas proposé le poste. Voilà, et donc assez vite, j'ai repris le poste de mon ancienne tutrice. Et donc j'étais assez seule, ce qui était compliqué parce qu'il n'y a personne pour t'aider à challenger, pour t'aiguiller, etc., te faire des retours, etc. Mais en même temps, c'est un kiff parce que c'est ta sauce. En plus, mes chefs dans cette entreprise, c'était moi l'experte de la méthode et eux connaissaient pas vraiment. Donc en fait, je pouvais clairement leur proposer plein de choses. Ils étaient à l'écoute et donc j'ai pu vraiment créer depuis quasiment la première année dans mon entrée dans cette boîte, donc 2017 jusqu'à la fin quand je suis passée côté innovation, vraiment créer la vue, la vision de design de l'entreprise, quoi. En proposant différentes façons de l'appliquer, par projet, par équipe, par outil, enfin voilà, donc ça c'était... Est-ce que tu pourrais donner un exemple en fait de ce que ça peut donner en fait, pour qu'on puisse, on va dire, se projeter un petit peu dans un projet que tu aurais fait, histoire de voir? Ouais, alors à la base, ce qu'avait initié la tutrice, donc celle qui avait lancé le Design Lab, elle est passée par vraiment que le design thinking. Donc on avait les clients, c'est-à-dire les partenaires, les équipes de l'entreprise venaient avec une problématique, un problème, et nous on déroulait la méthode de design thinking pour y répondre. Donc soit on pouvait le faire nous-mêmes parce que on avait le temps, mais en étant deux, c'était compliqué si on avait plusieurs projets. Donc soit on faisait appel à des partenaires qui déroulaient la méthode et nous on supervisait le partenaire. D'accord. Et en fait, moi justement avec le recul et la métacognition de me rendre compte c'est quoi le design, qu'est-ce que ça apporte, je me suis dit mais en fait c'est bien plus que juste la méthode de design thinking, c'est énorme. Donc petit à petit, par exemple, j'ai fait, on m'avait sollicité pour faire des ateliers design thinking, abus de langage forcément, parce que intelligence collective, design thinking, bref. Et je fais un déroulé, j'anime, mais en fait ça se passe pas du tout comme prévu. Je sens que j'ai l'impression de me faire dépasser parce que mon déroulé, c'est même pas qu'il faut improviser, c'est que mon déroulé, il y est plus, les outils y sont plus, mais moi je reste là et je reste dans l'animation quand même, je perds pas la face. Et en fait à la sortie, moi je me suis dit mais j'ai pas du tout été utile, enfin, je suis là ou pas, ça n'a rien changé. Mais en fait j'avais tort, à la sortie ils m'ont dit ah mais merci parce qu'on a pu enfin vraiment avoir des échanges. Et là, je me suis rendu compte que ouais, il y a le côté design thinking dans le sens projet global, complet de on ne sait pas où on va jusqu'à une solution définie, à l'atelier de médiation quasiment. Juste facilitation, médiation. Ça a désamorcé en fait quelque chose? Voilà, et en fait, je me suis dit, mais en fait, plutôt que toujours proposer une offre hyper complète où les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas la méthode, ils ne connaissent pas l'approche, ça prend du temps et ça prend de l'argent, on va découper l'offre et on va répondre à différents besoins que j'ai pu remarquer. Donc il y avait le côté facilitation, il y avait le côté peut-être déblocage à certains trucs, donc j'ai un peu disséqué la méthode pour offrir des offres, pour avoir des offres plus courtes et avec plus d'impact, mais pour des problématiques spécifiques. Tandis que le design thinking, c'est une problématique large justement, etc. Donc, je trouve que c'est pas mal, je peux me permettre. Dis-le, surtout si c'est positif, mais c'est vrai, dis-le. Carrément, en fait, je suis en train de réaliser que, en fait, de base, voilà, toi, imaginons que tu as un public, tu veux leur proposer tout un projet.
Mais eux, en fait, ils sont pas forcément, on va dire, aptes à comprendre même toute la logique complète du projet parce qu'ils ont pas tout ce que toi tu as dans ta tête pour comprendre tout ça. Même tout le défilé, ça se trouve, alors que le fait d'avoir justement changé de méthode et d'avoir séquencé le tout, bah en fait, tu leur as donné des petites parties au fur et à mesure pour en fait les faire cheminer. C'est ça. C'est hyper malin. Et donc c'était ça, et petit à petit que la mayonnaise prenne, faire un peu de formation, d'initiation en tout cas aussi pour faire découvrir la méthode. Donc en séminaire d'équipe par exemple, on faisait des petits temps initiation design thinking, donc un petit aperçu global de la méthode et justement on disait est-ce qu'il y a des points, des étapes de la méthode où il faut qu'on se passe plus. Et donc voilà, j'ai vraiment pu créer les offres et par exemple toujours pour la DSI, donc période de confinement, enfin Covid arrive, il y a la direction innovation qui se crée dans l'entreprise et je fais partie des entités, le Design Lab que je porte fait partie des entités qui va devoir aller à la direction innovation. Sauf que la DSI, donc système informatique, a toujours besoin de cette entité-là, mais pas de remplaçant pour le moment. Donc ce qui fait que pendant bien 1 an, je pense, j'étais en fait sur les 2 postes à créer l'offre de l'innovation et soutenir l'offre de la DSI tout en préparant la passation pour la DSI. Et côté DSI, je le précise parce qu'en fait, je suis partie avec une grosse où j'étais en train de lancer un gros truc, c'est le Design Ops. Donc, qu'on retrouve dans des modèles anglo-saxons, américains, ou comme Uber, Airbnb, c'est-à-dire qu'il y a... C'est un peu comme l'agile pour les équipes informatiques, c'est des petites équipes qui vont pouvoir rouler vite et vite s'adapter. Et là, avec le Design Ops, ça va être cette base-là, mais on a des designers dans toutes les équipes pour avoir vraiment une explosion des expertises design au sein même des équipes projet, que ça soit plus une entité sur son côté. Donc j'ai proposé gros volet de conduite du changement, l'ambition ça serait ça. Par rapport aux expertises qu'il y a aujourd'hui et la segmentation, l'organisation agile d'aujourd'hui, je propose qu'au sein d'une équipe projet, donc une équipe produit, autrement dit, on soit plutôt côté UI, UX, et plus on remonte, plus on va vers du design de service. Parce qu'il y avait les Epic Owners qui s'occupaient de plusieurs produits informatiques, donc plusieurs apps, sites internet et autres, mais au service d'un même groupe de personnes. Et avec une expertise de design de service, ça permettait de créer une histoire cohérente, hyper fluide entre les différents produits. Plutôt qu'avoir de passer d'un produit où il y a une logique, passer à un autre produit où il y a une autre logique, etc. Donc l'objectif c'était ça, donc formation pour chacun des profils identifiés. Et puis il faut aussi de l'outillage. Parce que si on veut qu'il y ait une même histoire design, que ce soit dans la logique de l'expérience utilisateur ou dans l'esthétique côté plutôt écran, faut qu'on outille les personnes, sinon chacun va s'outiller de son côté et la cohérence ne sera pas au rendez-vous. Donc on a sélectionné différents produits et on a voulu mettre en place un design system. Donc le design system, c'est pour le web, c'est tous les boutons, les mises en page de base, enfin tout ce qui va être template et asset visuel pour la conception d'écran informatique, que ce soit le site ou une application. Donc on était en passe de faire ça, et à savoir aussi que dans le design system, il y a la vue design, mais il y a la traduction dev, donc avec les codes derrière. Donc ce qui facilite grandement, il y a moins de pertes qu'on peut avoir si on passe d'un prototype Figma à après du développement assez complexe, etc. Donc là, on a déjà des choses qui peuvent très vite être dans du glisser-déposer, mais qui est sur mesure en termes de code, de design et de sécurité. Donc l'objectif c'était d'initier cette machine-là, ce qu'on a fait. Mais quand je suis partie, il s'agissait de trouver des cas d'usage, de commencer à l'implémenter, enfin vraiment être en passage à l'échelle, en l'implémentant dans les produits informatiques, les équipes. Et là, c'était compliqué. Et je suis partie, donc je ne sais pas après s'ils ont pu le continuer, j'espère, parce que c'était un gros gain de temps derrière et gain de taux d'adoption des applications. D'accord. Mais donc le but c'était de rendre le tout homogène, quoi. C'est ça. Que le design devienne beaucoup plus naturel. Soit naturel et puis cohérent dans la même direction pour toutes les équipes. C'est ça. D'accord. Et donc le design, je fais exprès d'utiliser le terme large du design parce qu'il y avait comme on avait des suggestions, il y avait des mises en page spéciales, il y avait des parcours, des guides, des bonnes pratiques, il y avait le côté
UX et le côté UI qui était censé être beaucoup plus naturel dans le développement de toute application ou site internet de l'entreprise. Côté innovation, j'ai voulu plus insister sur le côté stratégique et conduite du changement. Conduite du changement. Conduite du changement, parce que de ce que j'ai vu autour de moi au global, en France, on parle de conduite du changement souvent, de changement d'organisation. C'est quoi? C'est en gros, je le fais de façon très caricaturale, mais c'est la grande direction qui, en général, pour des raisons de coûts financiers ou des besoins d'image pour être plus dans les organisations innovantes ou à jour, fait un changement dans ces organisations. Donc, soit à l'échelle d'une direction, soit à l'échelle de toute l'entreprise. Donc on change les métiers, on change la façon de travailler entre nous, on change vraiment l'organisation. Ça peut être du petit à du très grand chantier. D'accord. C'est carrément revoir tout, quoi. Exactement, c'est de la transfo d'équipe humaine, etc. Et pour moi, c'est important. Parce qu'il faut qu'on s'actualise, nos compétences, les métiers, c'est important. Par contre, c'est comme du design dans le sens où c'est englobant. On n'a pas juste une transfo, une image et on y va, c'est fini. Il y a tout l'accompagnement des parties prenantes, des utilisateurs. On a une cible, mais comment on y va ensemble, comment on s'assure qu'il n'y ait pas de perte des personnes, etc. En fait, il faut que tout le monde, entre guillemets, à l'intérieur de l'entreprise soit au courant de ce qui va se passer pour atteindre le but. Sinon, forcément, on a des biais cognitifs. Moi, on me dit de changer de métier du jour au lendemain, on ne m'a pas embarqué dans le projet, on ne m'explique pas pourquoi. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je refuse, je ne joue pas le jeu, quoi. Donc, je me suis rendu compte aussi que le design, et surtout via des méthodes comme le design thinking, où on est beaucoup sur l'intelligence collective, facilitait très clairement le changement. Quand on a un nouveau produit, quand il y a des nouveaux lancements, dans l'entreprise, il pouvait y avoir des personnes, surtout du côté digital, des utilisateurs qui étaient très anti-changement parce qu'ils n'ont pas la logique du digital, parce qu'avec la logique agile où on sort toujours des nouvelles versions, pour eux, ils ont à peine le temps de s'approprier une version qu'on leur dit déjà qu'il faut changer. Donc c'est compliqué, donc il y avait pas mal de refus parfois de gens qui ne voulaient pas jouer le jeu qui était proposé par la DSI. Et en fait, quand on les a inclus dans des réflexions de nouveautés, de nouveaux produits, ils se sentaient compris, ils se sentaient entendus, ils se revoyaient dans l'application qui leur parlait parce que c'était basé sur leurs besoins, etc. Et donc c'était plus facile. Le taux d'adoption était clairement beaucoup plus élevé. Et je me suis dit donc que cette adoption était assez naturelle quand on emploie des techniques centrées utilisateurs et en plus d'intelligence collective, donc les deux axes. Ce qui fait que quand j'étais côté innovation, je me suis dit que c'est vraiment intéressant qu'une des offres du nouveau Design Lab soit sur ce volet-là, le côté humain, organisation. Et l'implication, c'est-à-dire les gens s'impliquent carrément. Exactement. Tu les impliques. Mais on sait comment les impliquer parce qu'on ne va pas juste faire le tour des popotes en disant c'est quoi tes problèmes et après faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Oui. On est dans une écoute plus subtile des besoins, des points de friction, des attentes derrière. Donc ce qui fait qu'on peut y répondre plus facilement derrière plutôt que dire dis-moi tout ce qui ne va pas et je vais tout donner. Là c'est assez déceptif en général comme posture. Oui. Et donc on a pu traiter des sujets comme ça sur mes fins de mission là-bas pour travailler sur justement les nouveaux métiers, pour certains cœurs de métier, certaines expertises, les nouvelles façons de se former, etc. pour essayer vraiment de voir cette nouvelle organisation. Et c'était hyper intéressant de travailler petit à petit, puisque ça c'est des chantiers de longue haleine, mais c'était vraiment chouette. Et toujours dans cette optique-là, je me suis dit que là, par rapport à l'offre établie du design, il manquait deux pans sur deux niveaux différents. Il y avait le côté aval, c'est vu qu'on était côté innovation maintenant dans un monde ingénieur, il manquait du design de produits industriels. Il fallait beaucoup plus intégrer le design de produits industriels pour être dans la conception même des idées, des projets innovants qui ressortaient. J'ai pas eu le temps de le faire, mais c'était dans mes recommandations. Et un côté beaucoup plus amont sur la compréhension des utilisateurs avec les biais cognitifs et avec cette lecture des signaux faibles pour pouvoir être dans l'anticipation des besoins, l'anticipation des projets, avec entre autres une bibliothèque justement de recherche utilisateur, faire ressortir les mots-clés et être beaucoup plus en veille sur les tendances et les comportements des personnes de l'entreprise. Donc là, j'ai pu commencer à initier des expérimentations de projets
où on allie neurosciences et design. Donc côté biais cognitif par exemple, surtout, plus que et on justement creusé côté neurosciences parce que ne connaissant pas exactement toute cette filière, qu'est-ce qu'on pouvait prendre par la pratique, etc. Mais l'idée c'était vraiment de s'éveiller là-dessus, à minima, pour pouvoir le réinjecter. Et puis côté aussi capitalisation de notre connaissance des utilisateurs, parce que de mes années dans cette entreprise où c'est les mêmes groupes, il y a évidemment des nuances, mais moi je commençais à avoir une certaine connaissance de groupe ou d'habitude, ou connaître le petit insight, le petit point clé qui peut inspirer ou auquel il faut penser dans la conception de solutions pour eux. Et en fait, cette connaissance, elle était soit dans ma tête, soit sur PowerPoint pour un projet. Mais s'il y avait un autre projet, il fallait que je file le PowerPoint du projet passé spécialement sur ces personnes-là. Donc je me suis dit qu'il y avait clairement une zone de capitalisation sur cette connaissance qui doit être partagée. On veut que les équipes projets, les équipes support soient beaucoup plus ouvertes sur la connaissance utilisateur. Mais voilà, on peut leur fournir, essayer de l'actualiser parce que justement on ne voulait pas être non plus dans ce côté données froides qu'on peut retrouver justement dans les statistiques et autres, et qui est de la donnée passée qui devient assez vite obsolète. On veut rester dans un côté qualitatif actuel. Donc comment avoir cette bibliothèque de signaux faibles et forts des personnes, des comportements, tout en le gardant à jour. Donc là, je voulais tester des outils et je suis partie. Voilà. D'accord. Mais donc, ouais, sur ça, c'est le point de vue GRT Gaz. C'est le point de vue quoi? GRT Gaz. GRT Gaz. Gestion, ça, c'est le nom de... Gestion du réseau des transports de gaz. D'accord. Et donc, c'est ce que j'étais dans cette boîte de la fin de mes études, donc 2017, si je ne me trompe pas, jusqu'à mon arrivée à La Réunion, donc 2021, en gros. Okay. Et donc très vite, comme je disais, des responsabilités assez sympas pour pouvoir créer la stratégie du design lab de mon entité. Et puis en parallèle aussi, très vite, j'ai pu être prof, intervenante, puisque justement au MBA de marketing stratégique, le directeur, comme je sais, qui gardait vraiment un œil ouvert sur ce qui se passait, sur ce qu'il pouvait améliorer et faire, m'a contacté puisque je faisais du design thinking et que je pouvais l'intégrer dans le programme pour les nouvelles promotions. Donc j'ai fait plusieurs années dans cette école en intervention pour intégrer l'approche design thinking au service de stratégie marketing. Et c'était une école de quoi? De marketing? Oui, marketing. Mais pareil, c'était assez marrant de voir des choses qui me paraissaient évidentes. Et je me suis dit, ils sont plus jeunes, donc ça sera plus simple que dans mon entreprise, mais non. Il y a quand même des biais très forts en culture française par exemple, je ne voulais pas qu'ils aient une solution directe. On était en pédagogie projet. Donc j'expliquais très vite la méthode, mais après on avait environ 7 temps ensemble. En pratique. Voilà, et des créneaux d'1h30, j'explique un petit peu, mais ils doivent faire et on accompagne sur les différentes étapes de la méthode et à la fin ils doivent pitcher un projet qu'ils ont fait en suivant la méthode. Et donc l'idée, c'est qu'au départ, ils ne choisissent pas une solution. Ils choisissent un axe qu'ils vont creuser, une problématique qu'ils vont creuser avec les différentes parties prenantes, le contexte, l'état de l'art. Et après, en session 2, voire 3, commencer à trouver une solution. Et c'était hyper compliqué. Juste pour savoir, le sujet même du projet, c'est eux-mêmes qui devaient le trouver? Alors moi, je leur donnais des billes pour avoir quand même des points de départ. Donc en général, je partais de problématiques durables. Donc sur l'environnement, l'écologie ou l'environnement ou social. Il y avait quand même des thèmes sur lesquels ils devaient se diriger. Je donnais des grands thèmes. Après, une autre année, on s'est dit est-ce qu'ils avaient des cours d'entrepreneuriat aussi. Donc on a essayé d'allier les deux. Mais ça a été beaucoup plus compliqué parce que justement, comme ils avaient déjà commencé à réfléchir à leur boîte. Oui. Et moi, j'ai essayé de leur dire soit c'est votre projet même de la boîte, soit c'est la communication, ou c'est un autre axe stratégique qu'on va travailler par le design. Mais en fait, ils avaient déjà un truc en tête. Et se repositionner sur ce truc en tête en admettant qu'ils ne sachent pas tout, qu'ils vont pouvoir peut-être réajuster, pivoter, ça a été hyper compliqué. Donc on était plus dans la méthode qui est là pour valider leurs hypothèses. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était, je pense que c'était plus dur de pouvoir séquencer pour modifier un peu leur pas leur projet en soi, mais en fait
ce qu'ils visaient. Parce que c'était déjà ferme à l'intérieur d'eux. Ils étaient persuadés que c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent pour arriver à leurs objectifs. Voilà. Et toi, au départ, ce que tu as voulu essayer de faire, c'est d'améliorer en fait leur axe en leur donnant d'autres propositions pour arriver à atteindre le même résultat. Mais ils étaient trop fermes sur leur solution, c'est ça, c'est la bonne. Là, donc, dommage. Dans ce cadre-là, j'ai plus pu leur apporter la notion d'expérience client, le côté parcours utilisateur. Pour qu'ils ne pensent pas juste à une solution qui fonctionne à l'instant T, c'est comment le avant, le pendant, le après, et vraiment réfléchir sur des axes différenciants sur ce parcours au global, pour vraiment être dans une expérience. Je pense que c'est plus ça que j'ai pu apporter quand c'était au service de leur projet entrepreneurial. Quand on était plus hors sol, là justement, certains ont pu vraiment voir la méthode, et ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, parce que certains, ils ont leur façon de fonctionner, leur posture. Mais certains, moi je me souviens de témoignages où il y en a qui se sont sentis compris parce que je mettais en avant que la sensibilité c'était important dans les projets, que la créativité c'était important dans les projets, que l'écoute, enfin tout ce côté sensible en fait tout simplement, des personnes qu'en France on nous dit souvent de ranger dans une case et d'être pragmatique, etc. Je le mettais beaucoup plus en avant et donc certains se sont dit je peux être moi-même, quoi. Et il n'y en a pas eu 10 000 qui m'ont dit ça, mais les quelques-uns qui m'ont dit, ça m'a marqué parce que c'est ce que je veux faire ressortir dans les projets, justement,